J'ai le plaisir de lancer cette nouvelle conférence en faveur de nos donateurs et du grand public pour vous présenter nos travaux de recherche. Il est clair que la situation que nous traversons tous ensemble aujourd'hui ne nous permet pas de vous recevoir à l'Institut du cerveau, mais nous souhaitons malgré tout maintenir un fil régulier avec l'ensemble des parties prenantes et plus particulièrement avec nos donateurs. Aujourd'hui, la thématique des présentations qui vont vous être faites est autour de la dépression, les troubles psychiatriques plus largement. Et nous aurons successivement 3 intervenants. Le premier d'entre eux, c'est le professeur Philippe Fossati. Il est chef du service psychiatrie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et il vous parlera, en qualité de chef d'équipe de recherche de l'Institut du cerveau, de ces études réalisées aujourd'hui sur la dépression. Le deuxième intervenant, ce sera le professeur Bruno Millet. Il est psychiatre également à la Pitié-Salpêtrière. Il est membre aussi d'une équipe de recherche au sein de l'Institut. Et lui-même vous parlera des bénéfices des thérapies physiques. Et vous verrez ce point qui est tout à fait intéressant aujourd'hui pour l'accompagnement et le traitement des personnes souffrant de dépression. Et puis enfin, vous aurez un troisième intervenant qui est chef d'entreprise, qui a créé une petite entreprise qui développe aujourd'hui des applications en ligne. C'est Benoît Brouard. Il a créé la société WeFight et il présentera une application qui permet d'aider les patients au quotidien souffrant d'une dépression. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence. Peut-être pour terminer, nous aurons à l'issue de ces 3 interventions une séance de questions-réponses et vous avez été très nombreux à nous envoyer vos questions et nous vous en remercions. Nous avons dû faire une sélection et nous prendrons ce temps, après ces intervenants, de répondre à quelques-unes de ces questions. Et puis, à l'issue de ces questions, je reviendrai pour conclure ce temps d'intervention. Merci à tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis le professeur Fossati, je suis psychiatre, chef du service de psychiatrie adulte à la Pitié-Salpêtrière et aussi avec Liane Schmitt, responsable de l'équipe contrôle, interoception, attention à l'ICM. Et donc, à l'occasion de cette conférence, nous avons choisi avec les équipes de l'ICM de vous parler, de faire un petit focus sur la dépression. Et puis ensuite, dans un second temps, on répondra aux questions que vous avez posées et envoyées aux équipes de communication. Alors, la dépression, sur cette diapo, on peut voir que en fait, c'est un problème de santé publique majeur en termes de nombre de patients qui sont atteints par cette affection. On estime sur l'ensemble de la planète qu'il y a à peu près 300 millions de personnes qui souffrent ou qui ont souffert de dépression. Vous voyez que la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas sur la vie entière, est de l'ordre varie en fonction de certains pays. On ne sait pas pour quelles raisons, peut-être des raisons climatiques, des raisons socio-économiques. Mais on dit environ, la prévalence varie entre 6 et 21%, ce qui veut dire, une autre manière de préciser ce chiffre, ça veut dire qu'au moins sur la vie entière, une personne sur 10 souffrira à un moment donné d'un épisode dépressif. Donc un vrai problème de santé publique qui nécessite des investigations pour essayer d'améliorer la prise en charge, le diagnostic de cette affection. Alors un petit rappel, parce que c'est un vocable qui est souvent utilisé, le mot dépression dans la vie de tous les jours. On dit souvent, bon, il est déprimé, peut-être un peu par abus de langage. La dépression, en fait, est définie par un certain nombre de symptômes. On ne va pas reprendre toute la liste de ces symptômes. Simplement, vous voyez les symptômes importants, c'est soit les gens ont une tristesse qui est excessive, qui est excessive, pathologique au sens où elle est très intense, elle est non adaptée au contexte de la personne. Si vous êtes endeuillé, si vous avez des difficultés, eh bien, vous pouvez avoir un moment de tristesse. Mais là, en fait, alors qu'il n'y a pas forcément des raisons d'être triste, eh bien, les gens qui sont déprimés ressentent une tristesse excessive et surtout qui est peu réactive, c'est-à-dire qui est peu sensible aux mobilisations de l'entourage ou, par exemple, aux bonnes nouvelles. Et puis, vous voyez qu'il peut y avoir une perte de plaisir, plein d'autres symptômes.
Un point important sur lequel on reviendra peut-être ultérieurement, c'est qu'il peut y avoir aussi des difficultés cognitives, c'est-à-dire ce qu'on appelle des difficultés intellectuelles, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont du mal à se concentrer, à prendre des décisions. Alors quand on dit prendre des décisions, ça peut être soit ils deviennent indécis, par exemple, ce qui peut avoir un impact dans leur vie familiale, professionnelle, soit au contraire ils deviennent un peu impulsifs, ils prennent des décisions qui sont souvent alimentées par des éléments un peu émotionnels négatifs et qui peuvent être dommageables pour l'individu. Exemple typique, c'est la personne qui, du fait de sa dépression, est un peu fatiguée, est triste, se sent moins efficace dans son travail, a le sentiment que finalement ses collègues le trouvent inintéressant, va éventuellement envisager sa démission, alors même que c'est uniquement en rapport avec son état dépressif et que si on traite sa dépression, eh bien, les problèmes professionnels n'étaient peut-être pas si importants. Donc ça, c'est un point important parce que ça veut dire que quand on voit ces patients, eh bien, il faut absolument qu'on mesure bien éventuellement ces éléments pour les protéger, j'allais dire en quelque sorte, d'eux-mêmes ou de décisions qui pourraient être délétères pour la suite et aggraver en quelque sorte et entretenir la symptomatologie dépressive. Alors, ces symptômes, donc vous voyez, sont extrêmement divers. Les systèmes de classification internationaux on dit qu'il faut 5 symptômes sur les 9 qui sont présentés là, pendant une durée d'au moins 15 jours. Bon, ça c'est un peu technique, mais le point qui est important, ce que ça veut dire que, en fait, si vous amusez en quelque sorte à combiner tous ces différents symptômes, vous voyez que, en fait, on a des présentations, des présentations de la dépression qui peuvent être extrêmement variées. C'est-à-dire que si on vous présentait 2 patients déprimés, eh bien vous pouvez avoir d'un côté quelqu'un qui est anxieux, agité, insomniaque, qui dort pas, puis de l'autre côté vous auriez quelqu'un qui est plutôt amorphe, ralenti et qui dort beaucoup. Et pourtant, pour nous médecins, on considérera qu'il a la même affection. Donc vous voyez que ça pose un certain nombre de questions, parce que d'une part, on peut se tromper dans le diagnostic, et deuxièmement, qu'est-ce qui fait qu'on peut rassembler des formes très hétérogènes sous une même catégorie diagnostique, en l'occurrence ici un trouble dépressif. Eh bien, c'est ce type de questions qui, justement, génèrent, j'allais dire, des hypothèses au niveau de la recherche. Pourquoi c'est important ? Parce que en psychiatrie, une des particularités, malheureusement, j'allais dire, c'est qu'à ce stade, les diagnostics, contrairement à d'autres affections médicales, les diagnostics restent sur les entretiens que l'on a et l'examen clinique que l'on a avec le patient, et on n'a pas de possibilité de faire des examens autres, ce qu'on appelle dans le jargon médical des examens paracliniques, c'est-à-dire à côté de la clinique, qui nous permettraient de poser et de renforcer notre hypothèse diagnostique. Je m'explique, si vous allez voir votre médecin généraliste et que vous êtes fatigué, vous avez maigri, mais vous avez beaucoup d'appétit et vous urinez beaucoup et vous avez soif, votre médecin va faire l'hypothèse que vous avez peut-être un diabète, et que vous êtes en train de commencer un diabète. Il va faire une prise de sang et qui va montrer qu'il y a un taux élevé de sucre dans le sang. Et donc à ce moment-là, on va dire effectivement, vous êtes diabétique. Le problème, c'est quand vous venez me voir et quand vous me dites je suis triste, je suis fatigué, j'ai envie de rien faire, j'ai du mal à me concentrer, je vais dire vous êtes déprimé, mais je ne pourrais pas doser dans le sang le taux de votre dépression, ni même regarder dans votre urine si vous avez, ni même faire un test PCR pour regarder si vous avez de la dépression ou pas. Et donc, beaucoup d'éléments de la recherche, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais beaucoup d'éléments de la recherche, et c'est un peu ce qui est fait ici à l'ICM et aussi au sein de notre équipe, dans le cadre de l'ICM, c'est de rechercher des marqueurs un peu biologiques, d'aller au-delà de simplement ces éléments cliniques qui nous permettraient d'affiner le diagnostic, de mieux comprendre le rôle à la fois du cerveau ou d'autres organes dans la dépression, et puis pour bien évidemment développer des thérapeutiques. Alors, il y a eu plein d'hypothèses pour vous montrer que cette recherche sur la dépression est très active. Il y a eu plein d'hypothèses sur
sur la dépression. On va en évoquer quelques-unes parce que peut-être elles vous parlent, même si là j'ai utilisé peu des termes techniques, mais il y a la théorie monoaminergique, la dépression avec les circuits cérébraux, on va reparler de ça, et puis on dira un peu quelques mots sur des perspectives actuelles. Alors, la théorie monoaminergique de la dépression, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour ceux qui lisent peut-être un peu dans les revues, même Sciences et Vie, etc., vous connaissez en fait un peu les antidépresseurs, comme par exemple la molécule, la fluoxétine, le Prozac, vous avez tous entendu, c'est un mot qui est devenu un peu commun. Et en fait, cet antidépresseur, ces antidépresseurs, on les montrera après un peu plus dans le détail, en fait, sont censés corriger des déficits qui auraient en quelque sorte au niveau cérébral de molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs et qui permettent de faire circuler l'information au niveau cérébral dans des régions qui interviennent dans les émotions, le comportement, les fonctions d'attention, etc. Et donc, c'est ce qu'on a appelé un peu la théorie monoaminergique de la dépression, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ben voilà, si ces médicaments corrigent ça en apportant un peu plus, par exemple, comme le Prozac de sérotonine, ben c'est que peut-être il y avait une sorte de déficit dans la transmission sérotoninergique ou un déficit dans le fonctionnement des récepteurs. Donc c'est ça qu'on appelle la théorie monoaminergique de la dépression. Alors ça, c'est un point intéressant parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail un peu technique, vous m'en excuserez, mais en fait, simplement, voir quelques grands types de neurotransmetteurs. On a d'un côté la noradrénaline, qui est plutôt impliquée dans l'énergisation, la fatigue quand il y a un manque d'adrénaline, en quelque sorte, l'intérêt, la motivation aussi à faire les choses. La dopamine qui intervient aussi, pareil, dans la motivation, l'envie de faire les choses, l'initiation, la prise d'initiative. Et on voit très bien que chez les patients déprimés, eh bien, il y a un manque d'initiative, un déficit d'initiative. Les gens ne font rien. Et d'ailleurs, souvent, l'entourage lui dit secoue-toi, prends des initiatives. Et puis, vous avez la sérotonine, dont on a un peu parlé, là, qui intervient, elle, plutôt dans le contrôle du comportement, un peu l'impulsivité, mais aussi tout ce qui est la dimension un peu émotionnelle, la tristesse et aussi l'anxiété ou l'irritabilité. Cette diapo est importante parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça, je pense que c'est aussi un des éléments de la philosophie de l'équipe de recherche, des équipes de recherche à l'ICM, c'est que, en fait, l'étude de la pathologie, d'un côté, ce qui est un des objectifs, ce qu'on disait au départ, nous permet de comprendre aussi mieux le comportement normal ou de mieux comprendre comment on régule nos émotions, comment on motive nos comportements, etc. Donc ça veut dire que c'est un modèle. Alors, le terme technique, c'est un modèle un peu translationnel, mais qui est un peu la philosophie aussi des équipes de l'ICM, qui cherchent à la fois sur des pathologies, mais en cherchant sur des pathologies, on comprend mieux le fonctionnement normal. De même qu'en comprenant mieux le fonctionnement normal, on peut éclairer le fonctionnement de la pathologie. Alors, cette diapositive, justement, montre comment les différents traitements les différents traitements qu'on a évoqués vont cibler en quelque sorte ces différents neurotransmetteurs. Et vous voyez, alors, cette diapo, finalement, elle est un peu particulière parce qu'on pourrait dire, ben voilà, en fait, on a plein de traitements, ce qui est le cas, on a plein de médicaments, ce qui peut être un avantage parce que ça veut dire que si vous ne répondez pas à un médicament, peut-être vous répondrez à un autre médicament. Bon, bien évidemment, je ne vais pas détailler chacun de ces traitements, mais en même temps, ça veut bien dire à la fois qu'on ne comprend pas encore précisément ce qui se passe, parce que, je veux dire, si on avait un seul traitement, ça voudrait dire qu'on a bien compris. On a bien compris comment on tombe dans la dépression, comment on peut en sortir. Donc, à la fois, ça veut dire qu'en fait, ces traitements sont efficaces, ont des limites, on en rediscutera, et elles traduisent aussi en fait le fait qu'on n'est pas encore complètement précis pour pouvoir cibler pour tel malade, pour tel type de dépression, tel type de traitement. J'avais dit que je dirais un mot très rapide, bien évidemment, sur la circuiterie cérébrale. Ça, c'est tout un courant de recherche très important qui utilise les techniques à la fois
des sciences cognitives, mais aussi de l'imagerie cérébrale, hein. Ici, bien évidemment, à l'ICM, vous savez qu'il y a la plateforme CENIR qui nous permet d'avoir de l'imagerie cérébrale et donc qui permet d'aller voir comment soit et modifier la structure du cerveau chez des patients qui sont en phase dépressive ou qui ont eu des dépressions ou qui sont à risque de dépression, ou comment le fonctionnement, quand on mesure en direct en quelque sorte l'activité du cerveau, ces structures cérébrales sont impliquées. Le signal important, le message important de cette diapositive, encore une fois, c'est, vous voyez, la complexité de la circuiterie cérébrale qui est impliquée dans la dépression. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, ça reflète d'une part la complexité des symptômes de la dépression. Hein, ça veut dire, il y a les troubles émotionnels, on l'a dit. Il y a les troubles cognitifs, intellectuels, attention, concentration, décision. Il y a les troubles du comportement, manque d'initiative. Il peut y avoir même aussi des troubles neurovégétatifs, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas un centre et tant mieux d'ailleurs, hein, il n'y a pas un centre dans le cerveau qui expliquerait l'ensemble des symptômes de la dépression. Alors ça ne veut pas dire que dans cette circuiterie, il n'y a pas des régions qui sont plus importantes, des nœuds, des centres qui sont plus importants, ça c'est vrai, mais je pense que l'idée à retenir là, c'est qu'il y a vraiment une grande circuiterie cérébrale qui est impliquée dans la dépression. Alors, mon avant-dernière diapo, c'est juste pour vous montrer, en fait, donc je vous ai parlé un petit peu des médicaments, du développement des médicaments qui permettaient de corriger un peu les déficits, on va dire, des neurotransmetteurs. Puis on a vu un peu la circuiterie cérébrale qui permettra de développer un peu des thérapeutiques, comme par exemple tout ce qui est stimulation, neuromodulation. Là, c'est pour vous montrer que les activités de recherche sur la dépression sont très actives, hein, puisqu'on voit qu'il y a plein d'autres pistes qui peuvent soit travailler sur les facteurs génétiques, on reviendra peut-être sur cet aspect-là, soit sur les interactions avec les facteurs environnementaux, soit sur ce qu'on apprend aussi, et ce qui par exemple ouvre la question du lien qu'on va évoquer aussi avec la Covid, l'inflammation. Hein, on sait qu'il y a de l'inflammation avec les maladies inflammatoires, des rhumatismes inflammatoires, d'autres types de maladies peuvent s'accompagner d'une augmentation des symptômes dépressifs. Et puis, il y a toute la piste que vous connaissez certainement, qui est le microbiote intestinal, c'est-à-dire toute la flore digestive intestinale qui interagit avec le fonctionnement du cerveau. Ça, c'est un point important, cette diapo, parce que ce qu'elle nous dit, c'est que certes, si le cerveau est l'organe central dans le problème de la dépression, mais ça veut dire aussi que la dépression est une maladie générale, en quelque sorte, un trouble général qui peut retentir sur le fonctionnement des autres organes et qui explique, par exemple, que les patients déprimés peuvent avoir un risque accru d'avoir du surpoids, peuvent avoir un risque accru à long terme d'avoir du diabète, de l'inflammation chronique, etc., des maladies cardiovasculaires, etc. Ce qui implique, compte tenu de ce qu'on a dit au tout départ, de la prévalence et du nombre important de ces malades, de traiter. Et je rappelle quand même que l'OMS, alors tout ça sont des statistiques avant, j'allais dire, le Covid, hein, mais l'OMS rappelait que en 2022-2023, la dépression serait la première maladie en termes mondial, en termes de risque de morbidité, de coût, j'allais dire, de coût de santé, on pourrait presque dire, et d'impact sur la santé des gens et sur la qualité de vie des gens. Alors, juste pour terminer, on a vu les différents traitements médicamenteux. Ça, c'est les 3 premiers étages, si j'ose dire, de cette diapositive. Ici, vous voyez qu'en fait, en dehors des traitements médicamenteux, il peut y avoir d'autres types de thérapeutiques. Il peut y avoir des thérapeutiques qu'on appelle psychologiques, donc des thérapies cognitives, des thérapies interpersonnelles, donc des méthodes psychothérapeutiques qui peuvent aider les gens à mieux réguler leurs émotions, à mieux accepter leur environnement, à gérer leurs relations interpersonnelles. Et puis vous avez inspiré justement de tous ces travaux sur la circuiterie cérébrale, toutes les techniques qu'on appelle de neuromodulation, qui sont par
par exemple, alors une vieille technique qui sont les électrochocs, qu'on utilise encore, mais aussi maintenant des techniques comme, alors je ne l'ai pas mis là ici, mais je pense que d'autres personnes vous en parleront aussi, c'est la RTMS, la stimulation magnétique transcrânienne, et puis vous avez aussi la stimulation du nerf vagal, et voire dans certains cas de la chirurgie pour les formes les plus graves de dépression. Alors, les troubles psychiatriques et la dépression sont-ils héréditaires et y a-t-il des facteurs environnementaux qui font que la maladie se déclenche? Alors, y a-t-il des facteurs de risque génétiques et où y a-t-il des facteurs environnementaux? Alors, en fait, ce qu'on sait sur les facteurs génétiques, on pense quand même qu'il y a des facteurs génétiques dans la dépression. Alors, en plus, la dépression, il faut bien voir qu'il y a la dépression, il y a des gens qui font qu'une seule dépression, des gens qui peuvent faire plusieurs dépressions. On parle à ce moment-là de troubles de l'humeur. Et puis, si les gens font des dépressions plus des périodes d'excitation, on parle parfois alors, vous connaissez le terme, de troubles bipolaires avec des alternances de phases d'excitation et de phases de dépression. Donc, dans les troubles de l'humeur en général et dans la dépression en particulier, il peut y avoir des facteurs génétiques. La composante génétique semble un peu mieux identifiée dans les troubles de type bipolaire, où il y a une alternance de phases de dépression, de phases d'excitation. Dans la dépression, c'est vrai qu'on retrouve souvent chez les gens qui font des dépressions des antécédents familiaux de dépression, mais les études génétiques ont du mal à isoler des marqueurs génétiques précis. Alors, il faut bien savoir aussi que même pour le trouble bipolaire, en général, ces marqueurs génétiques sont des facteurs de risque. C'est souvent des gènes qui contribuent à augmenter le risque, la vulnérabilité. Et ça n'est pas pareil que, par exemple, d'autres affections génétiques reconnues, comme, par exemple, malheureusement, la mucoviscidose ou même la maladie de Huntington. Donc, il y a des gènes de prédisposition, en quelque sorte, et c'est là tout le deuxième point, qui interagissent justement avec les facteurs environnementaux. Et on sait que ces facteurs environnementaux peuvent précipiter des épisodes dépressifs. Donc, autrement dit, une des images que l'on se fait actuellement des facteurs de risque de la dépression, c'est des terrains, des gens qui ont un terrain, une vulnérabilité, une susceptibilité qui peut être d'origine génétique et qui vont rencontrer des facteurs de stress qui vont augmenter leur sensibilité à ça. Alors, les facteurs environnementaux, ça peut être soit des facteurs, j'allais dire, distaux, comme on dit, c'est-à-dire au cours du développement, le fait d'avoir été exposé à des situations de stress précoce, soit de stress interpersonnel, des négligences, des maltraitances, des abus physiques, voire des abus sexuels et des abus émotionnels. Et puis, des facteurs plus proximaux. Plus proximaux, ça veut dire plus proches des événements de la survenue d'épisodes dépressifs, c'est-à-dire des séparations, des ruptures, des mises au chômage, des deuils qui peuvent précipiter. Alors, bien évidemment, tout le monde est confronté malheureusement à ces situations et tout le monde ne fait pas de dépression, justement, c'est parce qu'il y a une interaction, j'allais dire, entre ces facteurs génétiques et ces facteurs environnementaux. Un point, par contre, qu'il faut préciser qui est important, c'est que la dépression, quand on fait une dépression, on peut très bien ne faire qu'une seule dépression. Malheureusement, certains patients vont faire plusieurs dépressions. Et ça, c'est une dynamique qu'il faut essayer de casser avec les thérapeutiques parce qu'on sait que plus on a tendance à faire des dépressions, plus on a tendance à refaire ultérieurement des dépressions. Et à ce moment-là, ça devient indépendant des facteurs de risque, ou des facteurs de stress. Autrement dit, il arrive fréquemment de voir dans nos consultations des malades qui viennent vous voir à 40 ans, c'est souvent l'âge de début pour les dépressions hors dépression bipolaire, qui disent voilà, j'ai perdu mon boulot, j'ai des problèmes avec mon mari, ou mon mari m'a quitté, ou je sais pas quoi. Et donc ils font un épisode dépressif, ou ma femme m'a quitté d'ailleurs, ils font un épisode dépressif, donc avec un gros facteur de stress. Puis 10 ans après, ils refont une deuxième dépression avec un autre facteur de stress. Et puis 5 ans après, à ce moment-là, d'un seul coup, ils refont une dépression alors qu'il n'y a eu aucun facteur de stress. Et ça, c'est connu, il y a une sensibilisation. Et c'est pour ça que quand on met en place des thérapeutiques, alors ça ne veut pas dire que pour une dépression, vous allez en prendre à vie toute votre vie, mais pour une dépression, il faut toujours avoir une perspective au long cours et avoir des règles, d'essayer de prévenir et dire aux gens d'essayer d'avoir des règles de vie qui leur permettent d'éviter des récidives dépressives. Existe-t-il une relation entre Alzheimer et dépression? Y a-t-il plus de dépressifs chez les patients Alzheimer?
Alors, alors, merci pour cette question. Donc, le lien entre la dépression et la démence. Alors oui, ça c'est un point très important. Il y a alors cette question de lien entre dépression et démence. Et alors, je parlerai uniquement dans les démences de la maladie d'Alzheimer, hein, que les gens connaissent bien et qui est une des démences les plus fréquentes. Hein. Alors, il y a plusieurs questions, plusieurs réponses à cette question. La première réponse à cette question, c'est que des fois, on voit des gens qui, en fait, des sujets âgés, qui commencent avec des symptômes d'allure dépressive et qui, en fait, ont des symptômes qui sont un mode d'entrée dans la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est, j'allais dire, un problème de diagnostic, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des symptômes émotionnels, affectifs, de la maladie d'Alzheimer, qu'on prend au départ pour des symptômes dépressifs et qui, en fait, sont en fait déjà des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le lien entre les deux, c'est-à-dire, est-ce que les gens qui ont fait des dépressions sont-ils à risque de faire des maladies d'Alzheimer? Alors, les études épidémiologiques montrent que oui. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, mais montre que oui, c'est-à-dire le fait d'avoir fait plusieurs dépressions, et pas simplement des dépressions tardives, mais même des dépressions plus jeunes, peut augmenter le risque. Alors augmenter le risque, ça ne veut pas dire qu'on fera toujours une maladie d'Alzheimer, hein, ça veut dire qu'on a un risque accru d'avoir une maladie d'Alzheimer ultérieurement par rapport à la population générale qui n'a pas fait de dépression. Alors, c'est à la fois une mauvaise nouvelle, mais ça veut dire aussi que si on prévient. Or, autant on n'a pas, on a des traitements, il y a des nouvelles, vous aurez, je crois, vous avez eu des conférences sur l'Alzheimer, il y a quand même des pistes un peu qui sont plutôt encourageantes, mais je pense que quand même la dépression, on la soigne mieux que la maladie d'Alzheimer, et donc traiter votre dépression peut permettre de réduire ce risque. Et on a quelques données statistiques qui montrent bien que, et ça c'est un point important aussi, parce que ça permet de critiquer un peu, j'allais dire des fois en disant les Français consomment trop de psychotropes, etc. Mais on a quand même des données, alors pas forcément en France, mais plutôt dans les pays nordiques, Suède, etc., qui montrent bien que le taux de consommation d'antidépresseurs est associé à une moindre prévalence de la maladie d'Alzheimer. Hein. Donc ça, c'est un point important. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail sur les mécanismes. Hein, on connaît, c'est probablement par l'inflammation, peut-être par le diabète, par des facteurs vasculaires, mais aussi il semblerait que la dépression augmente le processus pathogénique de la maladie d'Alzheimer. Donc oui, il y a un lien. Ça n'est pas irréversible. Il ne faut pas envoyer le signal à nos donateurs que si j'ai une dépression, ça y est, je vais avoir un Alzheimer. Mais ça veut dire l'importance de traiter sa dépression qui peut aussi avoir... Et c'est d'ailleurs ce que je dis moi toujours, avoir un effet favorable au long cours. Hein. C'est comme traiter la dépression, c'est comme quand quelqu'un a fait un infarctus. Bon, après, il prend des mesures pour protéger son cœur. Traiter sa dépression, c'est protéger son cerveau. Alors, c'est vrai que les gens n'utilisent pas toujours leur cerveau. On l'utilise 5 minutes par jour, mais ça peut servir quand même. Donc, il est quand même important d'avoir cette perspective-là. Et une dernière question. Vous avez publié une étude sur les effets de la kétamine. Où en est-on des recherches Alors, la kétamine, ça c'est une question vraiment importante parce que on a parlé tout à l'heure de la théorie monoaminergique de la dépression en disant voilà, on va cibler un certain nombre de neurotransmetteurs qui sont la dopamine, la sérotonine, avec le Prozac, etc., et puis la noradrénaline. Là, alors, en sachant que ces traitements classiques de la dépression, en fait, agissent au bout d'un certain temps, et un certain temps, c'est-à-dire au bout de 4 à 6 semaines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets précoces, mais souvent, il faut attendre 4 à 6 semaines. C'est souvent ce qu'on dit aux patients, il faut attendre. Alors, on l'accompagne pendant cette période d'attente, hein, mais il faut attendre avant qu'il puisse tirer, j'allais dire, profit des effets thérapeutiques. Or, avec la kétamine, qui est un agent anesthésique qui, en fait, agit complètement différemment, même s'il peut y avoir des effets sur ces neurotransmetteurs, mais il agit sur d'autres systèmes qu'on appelle le système de glutamate. En fait, cette kétamine, on s'est aperçu qu'on pouvait, chez des gens qui avaient des dépressions résistantes, c'est-à-dire qui avaient échoué à l'effet d'autres thérapeutiques, on pouvait avoir des effets immédiats, c'est-à-dire en 6 heures et 24 heures. Et ça, on le constate, ce qui fait que nous, on a commencé à développer cette prise en charge. Il va y avoir aussi des nouveaux
Alors la kétamine, c'est un vieil agent. Il y a le laboratoire Janssen qui a développé un nouveau produit qui est l'eskétamine, qui ne s'administre pas comme la kétamine par IV, mais par administration intranasale. Mais en tout cas, les mécanismes d'action de ces traitements sont vraiment nouveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de traitement permet vraiment d'avoir des effets immédiats et rapides. Alors après, ça ne veut pas dire qu'en une seule perfusion, les gens vont être guéris de leur dépression qui traînait depuis 2 ans. Il faut répéter, etc. Mais on constate qu'on a un effet immédiat, avec peut-être même un effet sur les idées suicidaires. Donc ça a permis de développer des nouvelles pistes de recherche. Nous, par exemple, avec l'équipe, là, on est en train d'essayer de comprendre comment au niveau, alors avec l'approche des outils d'imagerie qu'on a, les outils des sciences cognitives, les outils de notre équipe de recherche, essayer de comprendre comment, par exemple, qu'est-ce qui différencie l'effet de la kétamine, indépendamment de glutamate, sur des processus, par exemple, émotionnels ou des processus qu'on appelle la révision des croyances, comment la kétamine aurait des effets spécifiques qui permettraient de comprendre son mécanisme d'action rapide, puisqu'encore une fois, c'est vraiment assez unique avec cette molécule. Alors là, il y a d'autres molécules qui sont aussi en cours de développement, qui sont par exemple les neurostéroïdes, qui agissent pour la dépression dans le après accouchement, et qui aussi agissent de manière très rapide. Donc ça veut dire, et ça c'est un point important pour nos donateurs, ça veut dire qu'on assiste à la fois à des innovations thérapeutiques, mais aussi à des changements complètement de paradigme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que les innovations, on dit toujours, bah oui, c'est un nouveau traitement, mais là, c'est vraiment des traitements qui changent la perspective, parce qu'encore une fois, on n'avait absolument pas, nous, les psychiatres, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est habitués à se dire, bah, de toute façon, les antidépresseurs, il faut attendre 4 semaines. Or là, d'un seul coup, on s'aperçoit que en une semaine, en 24 heures, les gens peuvent avoir une nette amélioration. Donc ça change complètement la perspective, et ça a un impact potentiel sur la réorganisation des soins, sur les exigences qu'on peut avoir au niveau du traitement. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans une ère, j'allais dire, alors il faut toujours être optimiste, quand on s'occupe de patients déprimés. Si on n'est pas optimiste, c'est un peu compliqué, mais il faut être optimiste, et on l'est plutôt parce que ça ouvre vraiment des perspectives vraiment nouvelles dont il faut aussi comprendre, et donc ça renouvelle aussi les questions, non seulement dans l'organisation des soins, les questions thérapeutiques, mais même aussi les questions scientifiques. Voilà, merci. Bonjour, Bruno Millet, je suis psychiatre. Je travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et je vais donc vous parler du bénéfice des thérapies physiques en psychiatrie. Je dois dire que j'ai mis un petit sous-titre qui correspond plus à ce dont je vais traiter, c'est-à-dire la neuromodulation par stimulation cérébrale dans les troubles dépressifs, les troubles obsessionnels compulsifs et les troubles addictifs. En premier lieu, je voudrais vous rappeler vous informer qu'en psychiatrie et dans le domaine de la psychiatrie, ce sont plus des réseaux qui sont impliqués que des structures cérébrales à proprement parler. Et parmi ces réseaux, il y en a 4 sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Le premier est le réseau dit de la récompense, qui est un réseau qui est particulièrement important puisqu'il régit ce qu'est notre motivation. Lorsque nous faisons notre chose, lorsque nous investissons dans une action, eh bien, nous servons de ce système de récompense et de ce réseau de récompense. Et j'attire votre attention sur le fait que les structures cérébrales et les réseaux qui sont impliqués sont des structures superficielles du cerveau, ici au niveau du cortex cérébral préfrontal, nous allons en reparler, et puis des structures beaucoup plus profondes qui joue un rôle, vous savez, notamment ce cerveau profond qui joue un rôle dans les émotions. Et donc ce réseau articule des structures neuronales superficielles et des structures superficielles profondes. Donc premier réseau de la récompense. Deuxième réseau, le réseau du default mode network, que l'on appelle encore le réseau de repos. Lorsque votre pensée vagabonde, lorsque vous vous isolez et que vous avez envie de penser à quelque chose qui vous fait plaisir,
Lorsque vous vous mettez en état de relaxation, vous activez ce réseau de repos. C'est un réseau qui est particulièrement important parce que là encore, il implique des structures cérébrales superficielles, ici au niveau du cortex préfrontal plutôt médial, la partie la plus médiale du cerveau, et puis également des parties du cerveau plus profond au niveau du cortex cingulaire postérieur. Troisième réseau, lorsque vous vous focalisez sur une action, lorsque vous concentrez votre action sur quelque chose, lorsque vous êtes en train d'étudier, de faire une tâche d'apprentissage comme cette jeune femme devant son ordinateur, eh bien, vous allez utiliser ce que l'on appelle le réseau attentionnel ou Central Executive Network, ou réseau exécutif central, qui est un réseau qui sollicite les structures cérébrales plutôt latérales de notre cortex préfrontal dans une tâche attentionnelle. Et puis, quatrième réseau, c'est le réseau de science, qui est un réseau qui finalement permet de passer d'une tâche de repos à une tâche d'attention, ou réciproquement une tâche d'attention vers une tâche de repos. Et ce réseau-là a particulièrement été impliqué, notamment au travers d'études de neuroimagerie, dans des pathologies comme les addictions, les troubles obsessionnels compulsifs et la dépression. L'existence de ces réseaux, qui sont probablement dysfonctionnels dans les pathologies psychiatriques, justifie l'utilisation des techniques de stimulation et de neuromodulation cérébrale. Et donc, c'est ces techniques de stimulation cérébrale dans les troubles affectifs, les troubles obsessionnels compulsifs ou les addictions dont je vais vous parler, avec la possibilité d'agir sur des structures cérébrales superficielles, ici, le cortex préfrontal dorsolatéral, le cortex préfrontal ventral, le cortex préfrontal médial ou central qui joue un rôle sur la réflexion sur soi, mais aussi sur des structures beaucoup plus profondes que ces techniques de neuromodulation vont pouvoir agir. Alors, je devais vous faire quelque chose sur les thérapeutiques physiques en psychiatrie. Évidemment, vous imaginiez peut-être qu'il s'agissait de thérapies d'activité sportive. Alors, disons-le tout de suite, l'activité sportive joue un rôle sur la stimulation cérébrale. Mais en fait, les thérapeutiques physiques en psychiatrie désignent en fait tout ce qui n'est pas les traitements médicamenteux ou tout ce qui n'est pas les psychothérapies. Et ce qui est en train de se développer, c'est ces thérapies de stimulation cérébrale dans ces pathologies psychiatriques, avec deux types de stimulation cérébrale, des techniques de stimulation cérébrale non invasive, comme la stimulation magnétique transcrânienne, qui consiste à appliquer un champ électrique sur le cortex des patients, ou la Deep TMS dont je vous parlerai, qui est une technique finalement de stimulation magnétique transcrânienne, mais qui permet d'aller atteindre des structures cérébrales plus profondes. Donc ça, ce sont des techniques de stimulation cérébrale non invasive, versus des techniques de stimulation cérébrale plus invasives, parce qu'elles font appel à une collaboration avec les neurochirurgiens, où là, il s'agit d'implanter pour des patients extrêmement sévères, notamment des troubles obsessionnels compulsifs sévères, des électrodes dans les parties profondes du cerveau. Alors revenons sur la stimulation magnétique transcrânienne. La stimulation magnétique transcrânienne, elle permet d'agir donc sur le scalp, sur le cerveau, de façon superficielle, en appliquant un champ magnétique qui, au contact du cerveau, se transforme en champ électrique.
Alors, la technique, elle est finalement assez simple. Elle requiert une unité principale avec une bobine en cuivre qui va délivrer le champ électromagnétique, ce champ électromagnétique se transformant en champ électrique. Mais ce qui est particulièrement important, c'est de savoir comment cela marche. Alors évidemment, à chaque fois que l'on parle de pathologie psychiatrique, eh bien, on se réfère malgré tout à ce qui est le plus visible, c'est-à-dire la motricité. Et donc, lorsque l'on utilise la stimulation magnétique transcrânienne répétée, la première chose que l'on fait, c'est que l'on va agir sur le cortex moteur pour définir un seuil moteur. Cette zone-là, c'est la zone dite motrice. C'est cette zone qui organise, qui donne une représentation au niveau du cerveau des commandes motrices de notre organisme. Et voyez ici, c'est cette représentation ici que vous avez, qu'on appelle l'homonculus, et qui montre bien que lorsque vous allez stimuler une de ces régions-là, par exemple ici la main, eh bien vous allez activer au niveau de la partie contralatérale de votre corps une contraction de votre main. Donc il y a là, au niveau de cette partie qui est la zone motrice, la zone, le cortex moteur, vous êtes capable d'activer diversement avec la RTMS, avec une stimulation même non pas répétée mais simple, vous allez pouvoir entraîner une contraction de la partie du cerveau que vous allez activer. Alors nous, évidemment, ce que l'on cherche à faire, ce n'est pas la partie motrice, mais c'est la partie, les parties attentionnelles et les parties émotionnelles que nous allons essayer de solliciter. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous allons stimuler à ce niveau-là, au niveau du cortex préfrontal, donc la partie qui se trouve en arrière prémotrice, c'est la partie, le cortex préfrontal, dans cette partie-là, qui joue un rôle dans la régulation des émotions et de nos cognitions. Alors, quelques mots sur ce cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal, il joue un rôle essentiel qui est propre à l'humain et qui n'est pas propre aux autres mammifères. Les capacités, par exemple, que nous avons à avoir de l'empathie, de la considération pour autrui, la prise de conscience que nous avons de notre condition humaine, la flexibilité mentale, ces capacités étonnantes que nous avons à alterner des actions efficaces, exécutives très précises, et en même temps à se relâcher dans le même temps. Eh bien, c'est ce cortex préfrontal qui va permettre tout cela. L'intuition, la communication, la prise en compte du contexte, la prise en compte d'autrui, eh bien, ce sont ces structures du cortex préfrontal qui permettent de jouer ce rôle-là. Et donc, prenons l'exemple de la dépression. Mais dans la dépression, on considère que cette structure-là, elle est altérée. En particulier, les gens qui souffrent de dépression présentent des troubles de l'attention, de la concentration, bien sûr qui s'associent à une tristesse de l'humeur, et on considère que certaines zones du cortex préfronto-latéral sont altérées. Et c'est la raison pour laquelle les techniques de stimulation magnétique transcrânienne se sont focalisées sur ces structures-là. Alors aujourd'hui, dans la dépression, finalement, cette technique-là, elle est reconnue. Elle est reconnue, le niveau de preuve de la RTMS est reconnu. Aux États-Unis, c'est maintenant une technique qui est utilisée très largement. Et en janvier, et c'est 2021, eh bien, je pense que nous aurons une évaluation de la Haute Autorité de Santé et l'utilisation de la RTMS sera, à mon avis, codifiée et acceptée comme acte thérapeutique appartenant à la classification des actes thérapeutiques dans la nomenclature des traitements qui sont utilisés en France. Donc, voyez bien que cette technique de stimulation magnétique transcrânienne est une technique qui peut permettre finalement d'améliorer certaines dimensions de la dépression. Et nous travaillons évidemment activement là-dessus à la Pitié-Salpêtrière et à l'Institut du cerveau. Deuxième pathologie pour laquelle nous travaillons beaucoup avec les techniques de neuromodulation cérébrale dans les troubles obsessionnels compulsifs. Alors les troubles obsessionnels compulsifs, c'est une pathologie qui est complexe,
qui se caractérise par des préoccupations obsédantes. Le sujet est parasité par des pensées qu'il reconnaît comme provenant d'elle-même, mais dont il ne peut pas arrêter le flux. Et en réponse à cela, il est obligé d'avoir des comportements répétés. Je vous ai donné ici l'image, je vous montre ici l'image de quelqu'un qui se lave les mains de façon répétée. Hier soir, j'ai vu une patiente en consultation qui, depuis 5 ans, ne peut plus rien faire à cause d'obsession de contamination, de saleté, d'obsession de saleté, et qui passe un temps infini en répétition de lavage, qui s'éloigne progressivement de ses 3 enfants et qui, hier, venait me demander si elle pouvait bénéficier d'une technique chirurgicale d'intervention pour les troubles obsessionnels compulsifs. Car le TOC a fait, la thérapeutique du TOC ont fait beaucoup de progrès depuis que l'on a utilisé la technique de stimulation cérébrale profonde, la même technique que celle qui est utilisée pour les malades souffrant de Parkinson. Eh bien, on a montré, notamment en France, en 2008, l'intérêt et l'efficacité de cette technique de stimulation cérébrale profonde d'un tout petit noyau qui est situé dans les profondeurs de notre cerveau, le noyau subthalamique. Et on a montré que la stimulation de ce petit noyau à haute fréquence permettait d'améliorer la symptomatologie obsessionnelle et compulsive de façon quelquefois très spectaculaire, puisque vous voyez des patients qui vont voir atténuer et supprimer complètement leurs manifestations obsessionnelles compulsives. Alors, nous avons montré que cette stimulation, lorsque l'on faisait de la neuroimagerie, parallèlement, que l'efficacité de cette stimulation était corrélée à une diminution de l'activité métabolique au niveau du cortex orbitofrontal. Donc toujours ces liens entre structures superficielles et structures profondes. Et donc nous avons décidé d'utiliser, et nous avons depuis plus de 5 ans, 7 ans maintenant, nous utilisons les techniques de stimulation magnétique transcrânienne sur cette zone superficielle pour essayer d'atténuer les troubles obsessionnels compulsifs. En fait, on ne peut pas opérer tous les patients souffrant de TOC, bien sûr, puisque la fréquence est extrêmement importante. Et donc, nous utilisons des techniques de non-invasives de stimulation magnétique transcrânienne sur le cortex orbitofrontal. Alors voilà, où nous en sommes aujourd'hui, et puis je devais vous parler des addictions. Eh bien, l'idée, c'est finalement, vous savez que les addictions représentent un fléau dans notre pays, mais aussi sur le plan international. Bien sûr, l'utilisation d'alcool, le tabac, mais d'autres drogues sont à l'origine de maladies physiques extrêmement importantes et de dépendances extrêmement importantes. Et nous pensons que ces techniques de stimulation cérébrale peuvent être utiles aussi aux patients souffrant d'addiction. Je vous donne un exemple. De la même façon que dans le trouble obsessionnel compulsif, vous avez le parasitage de la pensée qui conduit à de l'anxiété, puis à l'accomplissement d'un rituel de vérification ou de lavage avec un rituel qui va accentuer la recrudescence de l'idée obsédante. Et bien de la même façon, dans une addiction, vous avez une obsession de la substance qui va se créer, qui va entraîner un équivalent de l'anxiété qui est le craving. Ce besoin de se procurer le produit entraîne une prise de la substance qui, elle, ne va faire qu'accentuer la recrudescence de l'idée obsédante. Autrement dit, que ce soit les patients qui souffrent de TOC ou les patients qui souffrent d'addiction, ils se retrouvent dans une espèce de cercle vicieux comportemental qui se traduit au niveau cérébral par des réseaux impliqués qui vont se renforcer les uns entre les autres. Et l'intérêt de ces techniques de neuromodulation, c'est justement de pouvoir agir là-dessus. Et donc là, nous venons de débuter
un programme hospitalier, financé par le ministère de la Santé, qui va nous permettre de savoir si l'utilisation de la technique par stimulation magnétique transcrânienne va nous permettre d'améliorer des patients souffrant de troubles addictifs, en l'occurrence c'est les dépendances à l'alcool, afin d'améliorer leur qualité de vie et puis surtout les conséquences physiques très sévères qui peuvent en résulter. Voilà, alors tous ces travaux sont menés sous l'égide de l'Institut du cerveau et de la moelle dans le cadre d'une infrastructure clinique de recherche en neurosciences, des thérapeutiques en psychiatrie, des ICRIN qui ont été récemment créés. Et évidemment, ce travail est mené en collaboration avec des collègues médecins, des jeunes chercheurs qui développent à la fois les hypothèses de travail et puis qui nous permettent de réaliser des essais thérapeutiques et de les mener à bien pour améliorer les conditions de vie des patients dont je vous ai parlé. Je vous remercie beaucoup. Donc pour rester sur la TMS, est-ce que c'est un traitement symptomatique ou curatif et quelle est la durée de l'effet de la TMS sur quelqu'un qui est en dépression? Alors aujourd'hui, on sait que le traitement par RTMS n'est pas un traitement curatif, c'est un traitement qui permet de soulager la personne et d'améliorer la personne. Et ce n'est pas un traitement définitif puisque vous êtes obligé de faire des séances de maintenance. C'est très variable selon les individus, selon la pathologie aussi. Dans l'ensemble, que ce soit dans la dépression ou dans le trouble obsessionnel compulsif, on fait des séances à raison de 3 à 4 par an. Et donc, où en est la recherche sur les traitements des TOC? Alors peut-être qu'il y a effectivement la TMS, mais peut-être que vous pouvez développer sur d'autres perspectives de traitement, peut-être plus... Non, mais peut-être pour dire sur le trouble obsessionnel compulsif, il y a 2 grands piliers. Il faut bien comprendre que le TOC, c'est un trouble de l'apprentissage d'un comportement. Donc vous apprenez un comportement qui est pathologique. Et donc, l'enjeu pour ces patients-là, c'est de désapprendre ce comportement. Vous avez 2 façons, et donc de pouvoir agir sur des câblages aussi, puisque la plupart du temps, le trouble obsessionnel compulsif, dans la grande majorité des cas, commence très tôt dans l'existence. On considère que la majorité des TOC se forment à l'âge de 20 ans, sont déjà existent. Et puis après, la procédure comportementale ne va faire que s'accentuer, la personne se renforçant encore plus dans son comportement pathologique. Donc on peut même dire presque que le trouble obsessionnel compulsif est une pathologie neurodéveloppementale. Donc pour réduire ce comportement et cette procédure comportementale inappropriée, vous avez 2 grands piliers du traitement. Vous avez un traitement médicamenteux qui repose sur l'utilisation des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, des antidépresseurs, en fait, dont on sait que lorsqu'on les utilise à plus forte dose, ils agissent également sur la fréquence des idées obsédantes et sur la fréquence des comportements ritualisés. Puis vous avez un deuxième grand pilier de la thérapeutique qui consiste à déconditionner le patient par rapport à son comportement excessif. Donc vous allez utiliser ce qu'on appelle une technique d'exposition à la situation qu'il redoute et qu'il appréhende, et puis vous allez lui demander de ne pas accomplir ces ritualisations incessantes. Ça entraîne évidemment le déclenchement d'une anxiété, et vous apprenez au patient à gérer son anxiété, à amadouer, à atténuer le ressenti physique qu'il éprouve lorsqu'il a ce besoin de ritualiser. Ça, ce sont les 2 piliers de la stratégie thérapeutique. Mais il est certain que les techniques de neuromodulation cérébrale apportent beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce renforcement procédural, ce comportement excessif, il est sous-tendu par des réseaux neuronaux. Et donc, lorsque l'on agit, et la grande révolution du traitement dans le TOC, ça a été la stimulation cérébrale profonde. Alors, il y a 2 grandes
deux grands courants dans la stimulation cérébrale profonde. Il y a le courant français qui stimule la même cible que dans la maladie de Parkinson, le noyau subthalamique. Puis il y a un courant, on va dire, plus américain qui stimule le nucléus accumbens, le striatum ventral, qui est une partie beaucoup plus volumineuse, qui nécessite une intensité beaucoup plus importante. Mais ces deux techniques-là, ces deux techniques de stimulation cérébrale profonde, donc geste chirurgical, ont montré une amélioration considérable. Sauf que ces techniques de stimulation cérébrale profonde, on ne peut les utiliser que pour des patients qui ne peuvent plus rien faire, qui ont un niveau de handicap qui est considérable. Donc, évidemment, cela réduit le nombre de patients auxquels on s'adresse. Parce que, juste pour savoir ce dont nous parlons, le TOC touche environ 1,5% à 2% de la population. Donc il ne s'agit pas d'opérer tous les patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Donc si vous agissez sur les réseaux neuronaux, il faut pouvoir utiliser d'autres techniques. Et donc des techniques non invasives comme la RTMS sont certainement moins efficaces que la stimulation cérébrale profonde, mais elles sont évidemment beaucoup plus faciles à utiliser et beaucoup mieux tolérées qu'une intervention chirurgicale qui nécessite évidemment un geste chirurgical extrêmement précis, et puis un appareillage quand même à l'intérieur du cerveau, plus une batterie que vous allez mettre au niveau du thorax, qui est quand même lourde à accepter, d'autant plus que c'est un traitement que vous allez utiliser au long cours, parce que quelquefois on opère des patients qui sont très jeunes, hein, qui ont à peine 30 ans, voire même plus jeunes. Donc ça veut dire qu'ils vont supporter ce traitement pendant plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être plus. Donc voilà, aujourd'hui, on est obligé de dire que la stimulation cérébrale profonde a entraîné une amélioration considérable et peut même supprimer considérablement les TOC. Donc en termes de connaissances et puis d'allègement de la charge, les progrès sont considérables. Maintenant, il va falloir améliorer les appareillages, soit au niveau de la stimulation cérébrale profonde pour qu'ils soient plus faciles à porter, et sinon, au niveau de la stimulation superficielle, il va falloir améliorer leur efficacité, puisqu'ils sont bien tolérés, il va falloir améliorer leur efficacité en essayant d'aller au plus profond dans les structures cérébrales qui sont concernées. Je suis Benoît Brouard, je suis le dirigeant de la start-up WeFight, et le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet Vic Dépression. Vic Dépression qui est un compagnon virtuel pour les patients touchés par la dépression. C'est un projet que l'on a mené en collaboration avec l'Institut du cerveau. Donc, concernant WeFight, tout d'abord, c'est une entreprise française, bien sûr, qui a été créée en 2017. Aujourd'hui, on est majoritairement basé en France. On fait partie de l'incubateur IPEPS. Et on a également ouvert récemment des bureaux en Allemagne et au UK. Et aujourd'hui, WeFight, c'est une entreprise technologique, mais aussi médicale, c'est-à-dire qu'on a à la fois des profils ingénieurs et développeurs pour développer notre intelligence artificielle et ses algorithmes de compréhension du langage. Et on a également des chefs de produits qui, eux, ont des profils de médecins ou de pharmaciens. C'est eux qui apportent leur caution scientifique à notre outil. Aujourd'hui, concernant WeFight, on travaille essentiellement avec l'industrie pharmaceutique qui va financer le développement de nos solutions. Ça fait partie de leur stratégie Beyond the Drug. Et maintenant, concernant Vic Dépression, donc Vic Dépression, c'est ce petit avatar que vous pouvez voir là. C'est un assistant qui a été lancé en 2019. Et en fait, le but de Vic Dépression, ce n'est pas d'être un psychologue virtuel, ni un psychiatre virtuel. Son but, ça va être de répondre à toutes les questions, en tout cas une majorité des questions que des patients atteints de dépression peuvent se poser. Ça peut être des questions sur la dépression elle-même, sur ses causes, sur les facteurs de risque de la dépression. Ça peut être également des questions sur les traitements ou des questions administratives sur la prise en charge de la dépression. Le but de Vic, c'est vraiment de fournir des réponses à des questions de la manière la plus simple possible et la plus facilement compréhensible pour les patients. Ici, vous avez une illustration en fait de comment fonctionne Vic Dépression. Donc, en fait, c'est un assistant qui va fonctionner
à l'écrit. C'est-à-dire que les patients vont pouvoir lui poser des questions à l'écrit par message texte et lui envoyer un message à l'écrit. Et ensuite, Vic va également répondre à l'écrit à l'utilisateur. C'est un outil qui, on le voit, marche avec du texte, mais également avec des actions contextuelles. On le voit ici. Alors, le screenshot que je présente ici, vous pouvez voir qu'on parle de l'asthme. C'est parce qu'en fait, on a décliné Vic dans tout un tas de pathologies, mais aujourd'hui, le focus, c'est vraiment la dépression, mais le fonctionnement est le même. Donc, en fait, vous posez une question à Vic, et Vic va ensuite vous répondre avec un texte. Donc, vous voyez, on va même jusqu'à utiliser des emojis dans les réponses de Vic pour mettre en valeur certains éléments de la conversation et pour donner un ton amical à Vic. Et on va ensuite utiliser des actions contextuelles, c'est les petits boutons que vous pouvez voir en dessous, et l'utilisateur va pouvoir cliquer dessus pour avoir accès à plus d'informations. Ça permet de proposer des informations et de répondre à des questions auxquelles l'utilisateur n'aurait pas forcément pensé. Et c'est vraiment le concept de Vic, en fait, c'est de fournir un outil qui soit très simple et très facile à utiliser. Concrètement, le terme technique de Vic, c'est un chatbot, donc un robot conversationnel. Et on a utilisé ce concept parce que c'est très basique. C'est un outil qui va du coup être disponible sur l'application de messagerie Messenger, mais aussi sur des applications iPhone et Android. Et c'est un outil qui est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par son médecin ou son psychiatre en fait, pour pouvoir discuter avec Vic. Il vous suffit de rechercher Vic Dépression sur l'App Store et vous allez pouvoir commencer à discuter avec. Et comme je le disais au début de la présentation, bien sûr, on est dans le domaine de la dépression, mais le rôle de Vic n'est pas du tout de simuler un psychiatre virtuel ou un psychothérapeute virtuel. Et il y a des entreprises qui essayent de faire ça. Nous, on est plutôt sur le domaine de l'information, avec cette idée de répondre à des questions du patient quand il est seul chez lui à son domicile et qu'il n'a pas forcément accès à un professionnel de santé de manière simple et pour lui éviter en fait de se retrouver sur Internet à devoir chercher des informations de qualité. L'idée de Vic, c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment d'être au quotidien avec les patients pour les renseigner et les soutenir pendant leur maladie. Et maintenant, je voulais faire un focus sur le fonctionnement de Vic, en fait, comment la technologie fonctionne et comment on assure que Vic va donner des réponses de qualité. Donc, déjà, il y a une partie très technique, la partie en bleu sur cette slide, sur la gauche, la partie machine learning. Donc, en fait, on développe des algorithmes de compréhension du langage et on va en développer un par maladie et par langue. Et, donc, dans le cadre de la dépression, par exemple, on a travaillé avec des patients atteints de dépression qui nous ont posé toutes les questions qu'ils aimeraient poser à Vic. Et toutes ces phrases, ces questions qu'ils nous ont posées, nous ont servi déjà à identifier les thématiques qu'il fallait aborder dans Vic Dépression et également à entraîner nos algorithmes qui sont capables, du coup, maintenant de comprendre des questions posées par les patients. Et ce sont des algorithmes qui s'améliorent avec le temps parce que plus on a des utilisateurs qui discutent avec Vic, plus on va être capable d'entraîner nos algorithmes. Et ensuite, il y a la base de données de réponses. Donc, les réponses de Vic, ce ne sont pas des réponses que Vic va créer elle-même. Toutes les réponses de Vic sont créées à la main par des chefs de produits de WeFight, donc qui sont soit pharmaciens, soit médecins, et ils vont se baser sur les recommandations nationales pour créer cette base de réponses. Et justement, du coup, dans le cadre de notre partenariat avec l'Institut du cerveau, on a pu rencontrer le professeur Philippe Fossati et le professeur Jean-Yves Roche qui nous ont en fait aidés à identifier les thématiques qu'il fallait aborder dans Vic Dépression, les thématiques utiles. Donc, ils n'ont pas, je tiens à préciser lors de cette présentation, ils n'ont pas validé les réponses apportées par Vic, mais ils nous ont aidés à cerner voilà, les principaux messages, les messages clés qu'il faut faire passer aux patients au travers de Vic. Et donc, notre équipe a créé ces réponses, a rédigé ces réponses, les a implémentées dans la base de données. Et le travail de Vic, en fait, ça va être d'une part de comprendre la question et ensuite d'aller piocher la bonne réponse dans la base de données pour la fournir à l'utilisateur. Bien sûr, donc, tout ce que l'on fait aujourd'hui, toutes nos données sont stockées sur des serveurs agréés pour l'hébergement de données de santé en France, et on est bien sûr compliant avec le RGPD
pour le respect de la vie privée des patients. Il n'y a aucune donnée brute aujourd'hui qui sort de nos serveurs et qui est exploitée par des services tiers. On a pu vraiment internaliser l'ensemble de notre technologie. Et maintenant, je voulais vous montrer en fait qu'est-ce qui intéresse les patients dans Vic Dépression, quelles sont les thématiques qu'ils abordent avec Vic Dépression. Aujourd'hui, comme je le dis, on l'a lancé début 2019 et aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé à peu près les 50 000 utilisateurs sur Vic Dépression en France. Et ça nous permet déjà d'avoir une vision en fait des questions que les utilisateurs vont poser à Vic Dépression. Et donc, on le voit sur ce graphique. Alors, c'est peut-être un peu petit, mais je vais vous le décrire. On voit globalement que les principales questions qui sont posées, ça concerne des généralités sur la dépression. Comment se passe la dépression, quels sont les différents types de dépression, comment on devient dépressif. C'est très, très vaste. Ensuite, l'autre catégorie qui vient juste après, ça va être le dépistage, le diagnostic et également la stratégie de prise en charge de la dépression. Donc, beaucoup de questions qui viennent de la part des patients à ce sujet-là. Le rôle du psychiatre, le rôle du psychologue, le rôle des traitements. Et on va avoir ensuite des questions sur les aspects sociaux de la maladie, l'impact social de la maladie, la prise en charge de la maladie, les lieux pour se faire traiter. Et puis ensuite, dans les thématiques qui viennent, par la suite, on va avoir des questions sur les traitements, mais également sur les effets secondaires de ceux-ci. Mais donc, on voit bien là la typologie des réponses enfin, en tout cas des questions que les patients posent à Vic. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important de préciser par rapport à Vic, c'est que ce n'est pas un dispositif médical. Aujourd'hui, Vic ne va pas faire de recommandations aux patients, Vic ne va pas proposer un traitement aux patients ou dire aux patients quel serait le meilleur traitement pour lui. Ça, ce n'est pas du tout du domaine de compétences de Vic. Le domaine de compétences de Vic, c'est d'informer de manière objective sur l'arsenal thérapeutique, par exemple, qui peut exister dans la dépression, mais sans émettre de jugement. Ça, c'est vraiment le rôle du praticien. Là, je voulais vous partager très rapidement quelques commentaires en fait, des utilisateurs qui apprécient Vic Dépression et qui voient en fait une source d'information utile et surtout une source d'information facilement accessible. Et c'est ça qui nous plaît en fait quand on fait Vic. L'idée, c'est pas encore une fois de faire abstraction des sources d'informations qui existent sur Internet et des sources institutionnelles. Au contraire, c'est plus de fournir des premiers éléments de réponse et de rediriger les utilisateurs vers des sources officielles et des sources institutionnelles pour mieux les accompagner pendant leur pathologie. Et donc, je vois qu'il nous reste à peu près 5 minutes pour cette présentation. Je voulais prendre ces 5 dernières minutes pour vous présenter une étude que l'on a menée au travers de Vic Dépression et pendant le confinement. Donc, c'est l'étude que l'on a appelée Distress. Et c'est une étude que l'on a menée sur nos utilisateurs, donc sur Vic Dépression, mais également sur les autres versions de Vic, donc notamment Vic Cancer du sein, Vic Asthme et Vic Migraine. Et l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'impact psychologique du confinement et du premier confinement et de la crise du Covid-19 sur nos utilisateurs. Donc, pour faire cela, on a identifié une cohorte dans nos utilisateurs, on a défini une méthodologie. Il faut savoir qu'on a dans notre entreprise un attaché de recherche clinique, un directeur scientifique et un directeur médical qui nous ont aidés à monter toute la méthodologie de cette étude. Et globalement, on a envoyé près de 20 000 questionnaires, soit environ 5 000 questionnaires par Vic. Et là, on voit le nombre de patients qui ont répondu. Donc, c'est assez homogène sur les différentes versions de Vic. On voit également en face les caractéristiques de la population, avec une large prédominance de femmes dans nos utilisatrices, ce qui est peut-être pondéré par Vixin, notamment, qui était dans l'étude. Mais voilà, ça donne une idée, en fait, voilà, de la population à laquelle on s'est adressé à l'intérieur de Vic. Et parmi les résultats, donc en fait, parmi les 1700 participants à l'étude et qui ont complété le questionnaire, voilà, on a eu des résultats, alors peut-être pas évidents, mais en tout cas peut-être
prévisible, voilà, on a vu qu'il y avait un impact de la crise du Covid-19 sur nos utilisateurs et notamment un impact encore plus important sur la population des utilisateurs de Vic Dépression. Donc, c'est une première étude voilà, que l'on a menée, mais ça fait partie voilà, de cette volonté de WeFight de mener des études d'impact sur Vic pour montrer voilà, que Vic peut être un outil, pour prouver en tout cas que Vic peut être un outil intéressant pour les patients. Je précise donc juste peut-être pour clarifier les choses, mais c'est un questionnaire standardisé que l'on a pris et que l'on a légèrement remanié pour qu'il puisse être intégré dans une conversation. Et c'est Vic en fait elle-même qui est allée poser les questions aux utilisateurs. Et en fait, ensuite, nous, on récupère les informations, donc des informations bien sûr anonymes. Et ensuite, voilà, on a fait nos analyses et on a rendu ces résultats-là. Et c'est une étude qui a été acceptée dans le Journal of General Psychiatry et qui sera publiée très prochainement. Écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie. Je suis disponible si vous avez des questions. Votre application est-elle facilement accessible pour les personnes âgées? Y a-t-il un équipement particulier ou une formation nécessaire pour avoir accès à Vic Dépression? Oui, alors, merci de votre question. Donc, en fait, à Vic, on a pris le parti de développer une solution qui soit 100% digitale. Et on a pris le parti de prendre une solution qui soit la plus basique possible. C'est ce concept du chatbot, du robot conversationnel qui est disponible par écrit. Donc aujourd'hui, on n'a pas prévu de l'intégrer dans des objets physiques. Et je pense que clairement, aujourd'hui, on se coupe peut-être d'une partie de la population, une partie de la population très âgée. On essaye de compenser cela en travaillant énormément l'expérience utilisateur de Vic et en faisant en sorte voilà, que les messages que Vic va envoyer sont les plus simples, les plus facilement compréhensibles possibles par les patients. Pour ça, on essaye pour chaque nouvelle version de Vic, de travailler avec des associations de patients avec lesquelles on va faire des focus group. Et ces focus group nous aident énormément pour comprendre déjà quelles sont les thématiques qu'il faut aborder dans Vic, mais aussi comprendre quels sont les points d'interface utilisateur qu'il faut résoudre. Et j'ai en souvenir un feedback intéressant, c'est que quand vous posez une question à Vic, Vic vous répond, et ensuite il y a des boutons en bas, et vous pouvez en fait faire défiler ces boutons de droite à gauche pour accéder à plus de propositions de réponses. Et un feedback des patients, ça a été de nous dire, mais moi, je n'ai pas compris qu'en fait, on pouvait scroller de gauche à droite, alors que nous, ça nous paraissait évident parce que peut-être qu'on est un petit peu plus familier de ces outils-là. Et donc, maintenant, on a pris le parti de bloquer en fait le nombre de réponses à 2. Comme ça, il n'y a pas de possibilité d'aller de droite à gauche. Et on fait un gros travail pour que le texte dans chaque bouton rentre dans l'écran. Pour, pareil, pas que le texte soit coupé. Voilà, c'est un exemple de choses qu'on essaye de mettre en place pour rendre l'outil toujours plus accessible. Vic Dépression est-elle une application gratuite? Et comment peut-on la télécharger? Merci pour la question. Donc, c'est vrai que le rôle des aidants est extrêmement important dans les pathologies chroniques. Et dans Vic, en fait, la première question que Vic va vous poser quand vous discutez avec, c'est est-ce que vous êtes patient ou aidant? Et si vous dites que vous êtes aidant, ça va débloquer certains contenus dans Vic pour répondre à des questions d'une personne qui serait aidante, d'une personne dépressive. Donc, on va par exemple aborder des thématiques de la place du proche par rapport à la personne malade, pour peut-être ne pas être trop envahissant ou au contraire trop distant. Donc, c'est une première étape dans Vic, mais elle est assez limitée aujourd'hui parce que, par exemple, si vous cliquez sur le fait que vous êtes aidant et que vous posez une question à un traitement à Vic, Vic va vous répondre comme si vous étiez un patient. Donc maintenant, on est en train la prochaine étape pour nous, c'est vraiment de travailler cet aspect aidant pour qu'il soit beaucoup plus poussé et que quand vous posez une question d'un traitement à Vic, Vic puisse vous donner une réponse qui soit beaucoup plus adaptée au fait que vous êtes aidant. Donc c'est un gros chantier parce que ça demande presque de dupliquer l'ensemble des réponses de Vic, mais c'est un sujet qu'on va adresser dans les prochains mois. Est-ce que c'est une application payante? Et si vous pouvez rappeler comment on peut télécharger votre application. Donc, Vic Dépression, c'est un outil qui est gratuit et qui est accessible à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par votre médecin pour pouvoir discuter avec Vic Dépression. Il vous suffit d'aller sur les stores d'applications et vous téléchargez l'application mobile Vic Dépression.
soit avec votre iPhone, soit avec votre téléphone Android. Et vous pouvez également discuter avec Vic Dépression sur l'application Messenger, qui est en fait comme l'application WhatsApp. Et il vous suffit en fait d'ajouter Vic Dépression comme un ami. Et ensuite, ça fonctionne comme sur l'application mobile. Vous pouvez discuter normalement avec Vic Dépression. Bien voilà, vous venez d'écouter les différents intervenants, d'avoir aussi réponse à différentes questions. Nous vous remercions d'avoir suivi cette conférence. Il est clair que dans le contexte, nous aurions souhaité une fois de plus vous retrouver ici à l'Institut du cerveau, mais ce sera dans les temps à venir. D'ici là, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles conférences sur des thématiques tout aussi intéressantes dans le champ des maladies et des pathologies que nous portons ici au sein de l'Institut Cerveau. À bientôt.